il y a très peu d'universités qui sont multidisciplinaires. On ne trouve pas d'équivalent de Stanford, de Berkeley, de Harvard, où toutes les disciplines sont représentées. Et c'est le mélange un peu des compétences qui fait que des nouveaux services apparaissent, des nouveaux produits. Et ça, pour les Américains, sont imbattables pour ça. Et en Europe, enfin en France en particulier, c'est vraiment un problème. Et en Europe, ça l'est aussi un peu, mais bon, moins qu'en France. Hein. Mais tu as déjà parlé de ce laboratoire qui fait des prothèses artificielles et donc ça intègre quand même beaucoup de parties. Je dirais que sur la médecine et l'informatique, c'est peut-être un domaine où en France ça marche assez bien, mais par contre là où ça marche pas du tout, c'est par exemple l'informatique et le droit, la régulation de l'internet, comment c'est devenu essentiel. Hein, et les Américains ont créé depuis 20 ans des instituts mixtes avec informaticiens et juristes dans toutes les grandes facs américaines, et ils ont formé des générations de personnes à double compétence. En France, on ne sait pas faire ça. Est-ce qu'il faut aller en Amérique si on est étudiant français, on veut travailler vraiment là-dedans, dans l'intelligence artificielle? Non, je pense qu'on peut trouver en Europe des créneaux, on peut trouver. Enfin, il faut vraiment d'abord jouer la carte européenne, c'est-à-dire qu'il faut avoir un labo qui s'allie avec un labo allemand, un labo anglais, un labo italien. Enfin bref, il y a moyen de faire ça. Donc les programmes européens aident beaucoup à ce que les labos collaborent entre eux. Mais le problème, il est plus au niveau, une fois qu'on a des produits, disons, des logiciels intéressants, comment on passe au niveau du marché. Et là, il y a une faiblesse européenne très forte. Ah oui. Ben, considérons, Michel de Rougemont, une bonne application de l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale ou speech recognition. Il y a 46 ans, lorsque j'étais étudiant en phonétique à Berkeley, je me rappelle les premiers pas de la reconnaissance vocale. Peux-tu expliquer ce que c'est la reconnaissance vocale et à quoi ça sert et les applications? Oui, alors la reconnaissance vocale, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les logiciels comme Siri ou Cortana sous Windows ou Alexa, etc. Et donc ça correspond au fait de parler en audio et de voir un logiciel qui écrit la phrase qu'on est en train de prononcer. Alors, avec une certaine approximation, il ne va pas le faire parfaitement, mais disons, la qualité est devenue assez impressionnante au cours des dernières années. Ouais, alors, j'ai remarqué aussi. Oui. Ce qui se passe, c'est que ça marche au niveau d'une phrase. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne que phrase par phrase. D'accord? Donc, il n'essaie pas tous ces logiciels, disons qu'ils n'arrivent pas à développer un texte formé de phrases. Il n'arrive pas à construire un peu le sens global d'un texte. Alors, par contre, donc une application standard, par exemple, c'est d'ailleurs c'est quelque chose que je pratique à titre de test pour voir un peu les progrès. C'est chaque fois que j'ai une nouvelle machine, donc ça m'arrive à peu près tous les 4-5 ans, eh bien je demande en audio à ce que je puisse la configurer rapidement. Donc par exemple, un texte que j'ai fait récemment là, sur la nouvelle machine Windows 10, c'est j'ai demandé comment je baisse la luminosité de mon écran. Donc je pose la question en audio et le Cortana, donc le logiciel Cortana, écrit la question correctement. Et alors, mais il n'a aucun moyen de répondre à ma question. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il passe la question à Google. C'est-à-dire qu'il écrit, et donc moi j'ai en fait la réponse de Google à la question comment on réduit la luminosité de l'écran. Et la question ne me sert pas à grand chose. Mais c'est un peu les limites actuelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans tous les grands labos, ils ont
américain, on essaie de passer justement de la phrase à un dialogue dans un domaine restreint. Par exemple. Est-ce qu'on voudrait que ce soit encore plus compliqué que ça? Parce que si on entend les phonèmes et on entend quand même la phonétique, les questions sont maintenant transcrites dans Google. À ce moment-là, c'est bon. Ça nous donne au moins une utilisation, non? Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? En fait, c'est ça ma question. Ah bah oui, non, bien sûr, parce que ça résout pas du tout mon problème. Moi, mon problème, c'est de m'apercevoir que, en fait, il y a un bouton caché sur l'écran, que si je tourne l'écran, je peux appuyer sur le bouton, je baisse la luminosité. C'est en fait ça la réponse que j'attends. Je risque de perdre un temps fou à cliquer dans toutes sortes de menus pour m'apercevoir que finalement c'est le mauvais endroit. Donc c'est une question de temps. Donc si j'essaie de trouver comment baisser la luminosité, je sais qu'au bout d'un certain temps je vais y arriver, mais je veux pas y passer un quart d'heure. Et donc si il était capable de me donner la réponse, la bonne réponse tout de suite, ce serait un avantage considérable. Alors la luminosité, c'est juste un exemple, mais oui, bien sûr. Quand on installe un nouveau logiciel et qu'il y a un problème d'installation, on voudrait corriger le problème. Quand on sait pas trop comment réaliser une nouvelle opération sous Excel ou autre, on voudrait poser la question et savoir comment faire. Donc ça, pour l'instant, ça n'est pas c'est du domaine de la science-fiction, mais raisonnablement, on peut penser que d'ici une dizaine d'années, on va progresser là-dedans. L'intelligence artificielle, ce sont les robots, la robotique. Je vois des aspirateurs robots, des petits jouets intelligents pour enfants. Et maintenant, nous avons Alexa. Parle-nous de quelques applications à la vie moderne de la robotique que tu as vues. À Las Vegas ou je ne sais pas. Disons que de manière industrielle. Pour moi, les applications sont au niveau industriel avant d'être au niveau domestique. Donc, au niveau industriel, on a pris l'exemple d'Amazon. N'importe quelle chaîne de montage automobile aujourd'hui, il n'y a que des robots pratiquement. Donc, en France, par exemple, les centrales nucléaires, à l'intérieur des centrales nucléaires, il n'y a que des robots qui manipulent de manière très précise des matériaux extrêmement dangereux. Donc ça, c'est une réalité concrète. L'aspect robot domestique, Alexa pour moi, c'est plutôt un gadget qu'autre chose. Mais disons que ça, parce que en fait, ce que ça intègre, c'est d'abord la reconnaissance vocale. Et puis ensuite, ça essaie de faire quelque chose d'intelligent. Alors beaucoup de sociétés essaient d'avoir des nouveaux services liés par exemple à la sécurité d'une maison ou autre, faire ce genre de choses. Et dans certains cas, ça peut être tout à fait intéressant, bien sûr. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, les applications sont dans le monde industriel, pas tellement dans le monde domestique. Ok. À part Alexa, alors je reviens au domestique. Est-ce que toi, tu achèterais un robot et si oui, lequel? Qu'est-ce qu'il ferait pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse? Non, moi j'achète pas de robot. Moi j'achète des livres. En papier. Voilà, mais j'achète. Non, je suis pas orienté vers les robots domestiques. J'essaie de limiter au maximum mon usage de téléphone, smartphone, smartphone, etc. Et donc je suis plutôt dans cette démarche parce que en fait, quand on travaille dans le monde théorique, en fait, le mieux c'est le papier crayon avec une gomme. Et en fait, moi, quand je travaille, c'est comme ça que je travaille. J'ai un papier, une gomme, et j'ai un cahier et à l'ancienne. Et en fait, tout ce qui est smartphone ou autre, c'est une distraction. Et ça peut être très utile pour régler toutes sortes de problèmes, bien sûr. Mais dans ma vie professionnelle, ça me sert, c'est plutôt un handicap d'être trop dépendant de ces outils-là. Donc tu penses pas que, puisque tu y travailles tout le temps, que tu en as marre et donc tu aimerais revenir à l'ancienne avec le papier, le crayon, la gomme?
Oui, mais je pense que le monde des idées, c'est un monde qui est plus propice au papier, au crayon. C'est très difficile quand on voit beaucoup d'adolescents ou jeunes adultes complètement arrivés sur leur écran et qu'on leur demande un peu, voilà, quelles sont les nouvelles idées qu'il y a sur tel domaine, sur Twitter ou autre. Moi, je suis souvent surpris du fait qu'ils n'arrivent pas à avoir une vue globale. Ils ont une capacité de synthèse extrêmement limitée. Donc, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir une éducation classique au départ. À l'ancienne avec... Michel, on n'a qu'une minute qui nous reste. Donc, est-ce que quelques pensées de conclusion ou que tu pourrais dire? Je pense que pour le public américain, l'Europe donne l'impression d'être un peu un continent un peu à la traîne dans ce domaine-là, ce qui est vrai aujourd'hui. Donc il y a un slogan un peu qu'on utilise en Europe, c'est de dire que bon, l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe régule. J'aime bien ça. C'est bien. Mais alors c'est vrai aujourd'hui. Je suis pas sûr que je pense pas qu'il faille. Ils ont éliminé tout de suite l'Europe d'innovation dans le domaine du numérique, mais futur. Hein, je pense que dans les prochaines années, ce n'est pas l'Europe qui va inventer une nouvelle monnaie comme chez Facebook, etc. Mais bon, il faut voir. Je pense que dans certains domaines, on peut arriver à avoir des Européens qui arrivent à s'organiser. Bon, j'aimerais remercier Michel de Rougemont, un professeur de mathématiques et d'informatique, pour sa présence aujourd'hui sur Come On to New York. Je rappelle pour nos auditeurs que ces émissions peuvent être entendues sur iHeartRadio, AHA Radio, Sound Echo, et beaucoup d'autres plateformes aussi. Society Bytes Radio ou sur richardbond.com aussi, vous pouvez nous trouver sur podcast. Merci Michel de Rougemont. Voilà, au revoir Richard. Au revoir.